Bien. Alors nous sommes donc maintenant à la fin des années 50, début des années 60. Le groupe des nouveaux réalistes ne va pas tarder à se fonder avec des gens donc, que vous avez rassemblés autour de vous en quelque sorte. Vous avez cherché en même temps des créateurs. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. D'une part, c'est évidemment que vous nous parliez de ces artistes. Vous avez déjà commencé avec Klein et Tinguely entre autres, ainsi que Raymond Hins. Mais également de commencer à parler de l'impact de votre action théorique dans le monde de l'art contemporain, parce qu'il y a eu un mouvement assez net qui est né de vos pensées. En effet, donc Armand est en pleine période évolutive, et je le suis très activement à l'époque, et d'ailleurs, les résultats ne seront pas attendus. Il se trouve que tout se condense, que l'histoire s'accélère, et que l'année 60 est une année décisive. Celle où il se passe énormément de choses. C'est l'année où Spurry est en étroite, disons, amitié avec Tinguely, réalise ses premières éditions multiples, les éditions Mat, et c'est surtout l'époque où il fait ses premiers piézages d'objets. Dans un hôtel qu'on appelle aujourd'hui un hôtel pour immigrés, un hôtel donc très modeste, sur la place Mouffetard, et un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Carcassonne. Là, il tire vraiment le diable par la queue, et ses repas sont très frugaux souvent. Et il a l'idée de venir coller sur la planche qui lui sert de table les objets qui sont les restes de ses repas. Et de ses repas, je dis souvent que il y a les verres, les bouteilles, les mégots de cigarettes, etc. Et ensuite, de placer le panneau à la verticale. Ce qui change tout à fait évidemment l'optique, et c'est une manière de théâtraliser, de rendre spectaculaire la misère de sa nourriture et disons de sa vie. Ce sont des choses qui me frappent beaucoup et que je ne verrai d'ailleurs qu'en 1960, mais qui me convainquent aussitôt. Donc, 1960, c'est la grande accélération. C'est aussi le moment où César fait scandale au Salon de Mai, alors que tout le monde attend de lui qui présente une de ses sculptures en fer soudé, puisqu'il est devenu depuis 7-8 ans déjà le grand protagoniste de la souderie. Justement, tout le monde s'attend qu'il nous fasse un plaisir quelconque. Et au contraire, à la place de ces exemples, ces chefs-d'œuvre du métal soudé, il présente 3 grandes balles de carrosserie d'automobile compressées d'un poids de tonne. Ces balles qui deviendront ces compressions, il les a trouvées chez un ferrailleur de la région parisienne, à Belleville, et elles sont les produits des toutes nouvelles presses électriques à contrôle hydraulique qui viennent d'Amérique
et qui vient à la fois à résoudre le problème de l'emplacement et de la place chez les ferrailleurs. C'est balkanisé, César les tout Prévert, et il y a déjà un an qu'il m'a amené pour la première fois à les voir, et finalement il fait le grand saut au Salon de Mai. Nous en discutons d'ailleurs longtemps ensemble, et je peux dire que je l'ai porté là à bout droit, et il décide donc de présenter ces 3 compressions historiques. Elles font scandale au Salon de Mai, et le monde du Salon de Mai, en particulier des gens comme Pignon, comme Couturier, sont affreux avec lui, font pression sur lui. Je suis là, je le fais s'obstiner dans sa décision, et il l'assume. Il l'assume contre vent et marée. Le jour du vernissage d'ailleurs, nous étions invités tous les deux à Bruxelles. J'ai un collectionneur très important à l'époque qui s'appelait D'Autremont et qui faisait un repas de l'artiste de sa collection. Nous refusons l'invitation pour être présents, et ça sera évidemment un très beau scandale. Mais en même temps, l'idée de la compression et de l'appropriation de la compression rejoint le vocabulaire fondamental du nouveau réalisme, et César apporte une contribution majeure à la consolidation de cette idée de l'appropriation et du langage quantitatif. Les voitures compressées sont la présentation d'un stade nouveau du métal, où par les effets de torsion, par les effets de poids, etc., le métal réagit de façon très spécifique et donne une image spécifique, une image qui devient l'image de marque de César, mais qui en même temps crée chez César un grand problème de dualisme. C'est-à-dire, il y a d'une part le César traditionnel, le grand statuaire, celui du métal fou, et d'autre part, évidemment, le prédateur de l'objet, le nouveau réaliste. Ce dualisme, il va le vivre à partir de ce moment-là toute sa vie. Il assumera des fois mal, ce qui donnera évidemment prise à ses détracteurs, mais il finira par assumer de façon parfaite toute la cohérence de cette démarche, puisque bientôt, à partir de 65, 66, il ajoutera, comme pendant les compressions, les expansions qui sont justement découlées de polyuréthane expansé. Donc, César apporte là une pierre énorme à mon moulin, et je peux dire que j'ai été heureux de le soutenir dans cette période difficile, puisqu'il perdra un jour à l'autre ses marchands et la plupart de ses collectionnaires. La plupart des critiques d'ailleurs ont une réaction très négative. Ils prendront ça pour des performances d'un goût douteux ou pour des plaisanteries. La suite d'ailleurs montrera très bien combien César a trouvé là l'un des facteurs essentiels de son langage et une approche encore plus directe de sa prise de pouvoir sur la matière et en même temps de son intelligence elle-même du matériel. Donc le scandale des compressions est un phénomène qui vient s'ajouter au phénomène précédent. 1960, c'est aussi les premiers tirs de liquide Saint-Phal, ce sont aussi les premiers paquets de cristaux. Tout ça, donc, dans la préhistoire du nouveau réalisme, finit par faire une sorte de très grande densité de coïncidence. Le point culminant sera l'exposition du plein d'Armand à la galerie Iris Clair, où à 2 ans de distance, donc entre 58 et 60,
Yves Klein, avec le vide en 58, et Armand, avec le plein en 1960, réalisent en quelque sorte les deux pôles extrêmes d'un discours sur la matière. Le plein d'Armand apparaît ainsi comme le pendant du vide d'Yves Klein, et c'est ce que je signale dans la préface à l'exposition d'Éric Hilaire, une préface qui consiste dans une boîte de sardines pleine de mégots et de détritus peints de toutes sortes, dans laquelle est glissé justement mon texte de présentation. C'est la dernière périodicité en date qui annonce le nouveau réalisme, les temps sont mûrs, et décidons d'un commun accord avec Yves Klein, Tinguely et Raymond Reims de nous réunir pour officialiser l'existence du mouvement. C'est ce qui se fait le 27 octobre 1960 au domicile d'Yves Klein. Nous l'avons fait ce jour-là parce que d'une part, les temps étaient mûrs, et aussi parce que le festival d'avant-garde, organisé par Paul Guéry et Ragon à la porte de Versailles, avait ouvert d'ici peu ses portes, et un espace m'y était réservé, et je voulais y mettre justement ces artistes en tant que groupe. Comment vous vous débrouillez, vous, à l'époque, avec l'institution, justement? Parce que donc vous amenez des tas d'artistes qui, chacun, font scandale les uns après les autres, là où ils exposent, ou souvent font scandale. Vous amenez un discours, vous-même, théorique excessivement novateur et presque agressif pour l'époque, au niveau du milieu de la critique. Et comment est-ce que l'institution reçoit ça, et comment vous arrivez à placer quand même vos artistes ou votre... L'institution, de toute façon, elle ne compte pas. Elle compte pour beurre, à part certains compromis de l'institution, c'est-à-dire des rares musées qui s'occupent d'art contemporain à l'époque, avec le concept officiel de l'école de Paris. Pour le reste, les institutions n'interviennent pas. L'État se met d'ailleurs lui-même un point d'honneur à ne pas intervenir dans le destin de l'art contemporain. Nous sommes donc tout à fait livrés à nous-mêmes, et cette liberté, elle se traduit par un bricolage actif, si je puis dire, et j'en ai en effet profité au maximum. Les choses se faisaient sans sponsorisation, sans l'aide de l'État, sans l'intervention de la DAP ou des DRAC locales. À l'époque, l'administration de la culture, ça n'existait pas. Et c'est donc à travers nos efforts concertés, à travers la dynamique de nos initiatives, que les choses se créent de rien. Il y avait souvent très peu d'argent. Les quelques galeries qui sont ouvertes à ce qui deviendront les nouveaux réalistes sont des galeries, disons, d'un gabarit extrêmement spécial. Il s'agit donc de Maisonnet, il s'agira ensuite de la galerie J, qui a été le laboratoire expérimental du néo-réalisme. Il s'agit aussi de l'Arcade, qui est un personnage extraordinaire dans l'Arcade, qui est le fils d'un président antiquaire, et qui déporte laïquement l'héritage de son père, mais de façon intelligente et fine, et à qui l'on doit toute une série de premières dans l'histoire de l'après-guerre. À l'Arcade, il s'ajoutait aussi Stadler, et ces deux marchands, au début, vivent dans leur pile de tapis. C'est eux qui soutiennent les artistes de tapis, qui lui aussi, d'ailleurs, est voué à l'ostracisme de l'école de Paris, et qui par la suite se rapprocheront de certains artistes que j'ai rapprochés, que j'ai réunis. Donc,
à votre réponse, je réponds, c'est le système D. Et je vous avoue qu'à l'époque, j'étais vraiment très dur à l'égard de l'État. Dans les articles que j'ai pu écrire, quand je collaborais régulièrement à Combat, j'ai écrit très souvent dans les années 60 pour dénoncer cette indifférence totale de l'État à l'égard de l'art contemporain. Maintenant, avec le recul du temps, je me dis que bien mal m'en a pris, parce que quand je vois les résultats de cette omniprésence des sculptures politico-administratives de la culture et de leur emprise suffocante qu'elles ont pu prendre sur la scène artistique aujourd'hui, je vois que vraiment on en a trop fait pour de très piètres résultats, si ce n'est peut-être la consolidation de la crise. Donc à l'époque, c'est vraiment l'initiative individuelle en pleine liberté, dans cette liberté d'indifférence, qui je pense d'ailleurs, au passage, vaut la peine d'être souligné, c'est peut-être ce qu'il y a de plus positif dans Paris. Paris, dans le fond, a toujours offert aux artistes étrangers, ou aux artistes provinciaux qui y venaient, cette liberté d'indifférence, c'est-à-dire la possibilité de vivre ici, de crever de faim, sans avoir à pointer certificat d'hébergement, directement, à condition finalement d'embêter personne sur le plan de la sécurité ou sur le plan du voisinage. Donc, je crois que là, Paris a été fidèle à elle-même et les nouveaux réalistes se sont affirmés à Paris, contre la politique officielle de Paris, qui était la défense, l'illustration et la sauvegarde de l'école de Paris, c'est-à-dire ce courant de post-cubisme abstrait qui avait été forgé comme une machine de guerre contre l'expressionnisme abstrait à l'Est. Et justement, la référence au post-cubiste n'est pas, disons, innocente. Les tenants de l'école de Paris croyaient qu'en faisant allusion au passé cubiste de la grandeur parisienne, ils allaient pouvoir résoudre les problèmes et utiliser une arme de guerre qui soit efficiente dans le rapport agressif Paris-New York. C'est pas du tout réalisé parce qu'on ne crée pas comme ça, si vous voulez, de façon purement arbitraire, une situation, une référence artistique, quand il n'y a pas derrière toute la dynamique de la création. Donc nous sommes fin 60, les nouveaux réalistes sont créés, vous préparez... Ils sont créés, et je dois dire qu'ils sont créés non sans mal. Je me mets d'accord pour rédiger le texte d'une déclaration constitutive, en disant que le 27 octobre 1960, à Paris, donc, les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur identité, de leur diversité, de leur spécificité, et je prends comme formule une équation conceptuelle précise, nouveau réalisme égale nouvelles approches perceptives du réel. Sur ce dénominateur commun assez large, tout le monde tombe d'accord. Seulement, Hitler avait convoqué non seulement Armand, mais aussi Marc Elrès, qui venait de Nice, et qui à l'époque était encore dans une phase de transition. Il avait fait d'abord des coulées abstraites, et ensuite il faisait à l'époque une espèce de totem qui était des accumulations plutôt surréalisantes de petits objets dans des conteneurs de plastique. Sa présence a paru insuffisante, non pas assez, disons, nouveau réaliste antélittéram à certains membres
fondateurs, en particulier à l'équipe de Grémoise, et ils ont eu un coup de tête. Quelques heures après la fondation du groupe, ils avaient décidé de démissionner. Puis tout ça a fini par s'arranger. Et Martial Alves très vite a affirmé son langage et est devenu le plus pop des nouveaux réalistes, le maître du néon, le maître des assemblages, des vitrines de parfumerie, des ambiances de plage, etc. C'était le soleil à la dimension pop, si on peut dire. Il fera une carrière très brillante jusqu'en 68 d'ailleurs, dans ce domaine-là. En particulier, non l'un des points culminants, et le décor qu'il a fait avec Philippe de Saint-Phal et Tinguely pour les ballets de Roland Petit, et qui a eu un succès fou, aussi bien à l'opéra qu'à Covent Garden. Il a été félicité directement par la princesse Margaret. Donc, le nouveau réalisme va s'affirmer. Il s'affirme en premier lieu donc à ce festival d'avant-garde organisé par Aragon et Polieri à la porte de Versailles. Il y a une salle des nouveaux réalistes et c'est le seul groupe donc tous les présents. Je dois aussi vous dire que à cette séance historique du 27 octobre, César et Rotella avaient été invités. César ne se trouvait pas là. Rotella n'avait pas l'argent pour se payer le voyage de Rome à Paris. Ils n'ont pas venu, mais ils sont considérés tous les deux comme des fondateurs à part entière depuis le début. Et par la suite, viendront s'ajouter à ces membres fondateurs Christo, Niki Safal et Gérard Deschamps. Alors Christo, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, c'est aussi vous, si j'ai bien compris l'histoire, qui l'amenait en fait en France et finalement à être connu du public. Christo, je l'ai connu, je suis le premier critique d'art qu'il a connu quand il est arrivé en France, en venant de Vienne, où il est resté 1 an après sa fuite de Bulgarie. Et à ce moment-là, pour vivre, il faisait des portraits. Des portraits généralement de femmes célèbres, de femmes riches. Il avait acquis dans sa formation réaliste socialiste en Bulgarie et à Moscou le don de la ressemblance. Il savait accrocher la ressemblance et il en a vécu de façon alimentaire pendant quelques années. C'est d'ailleurs en faisant le portrait de la mère de Sisto, qu'il a connue justement à Sainte-Claude, et qui deviendra ensuite sa femme, vous le savez, plus que sa femme, même sa partenaire à part entière dans la création métamorphique des grands projets. Mais à l'époque, il est un petit peu en retrait, il n'est pas encore très affirmé, les objets qu'il fait sont encore des objets recouverts de paraffine, avec des liens très très forts. Il commence déjà à se rapprocher de l'esprit réaliste en faisant des monuments temporaires qui sont des accumulations de bidons et aussi en se servant de signaux routiers pour en faire en effet des sculptures ready-made. Dès 62, il sera incorporé aux expositions de la Galerie J, à la salle des nouveaux réalistes, au salon de la réalité nouvelle, et il réalisera en 62 le fameux mur de bidon de la rue Visconti, à l'occasion du premier anniversaire de l'édification du mur de Berlin, le mur de la honte. Et pour réagir contre
Ce mur, il faudra donc en 62, dans la prédiction des murs, le petit mur de bidon de la rue Visconti, dont d'ailleurs une réplique est exposée à la galerie ici, et où le plan de la manifestation était aussi exposé en permanence. Donc, vous voyez que très vite, dans ce microcosme en fermentation, les nouveaux réalistes affinent leur style et, en dépit de quelques contradictions internes, ils finissent par assumer ce minimum d'action commune qui les caractérise, qui les consolide et qui affirme leur présence collective. Parmi ces tiraillements dont je vous parlais, celui qui a été peut-être le plus important vient de la part d'Yves Klein, lorsqu'en 1961, j'ai ouvert la galerie J pour justement activer en quelque sorte la prise de conscience du milieu parisien avec une exposition qui s'intitulait À 40 degrés au-dessus de Tada, qui était finalement le second manifeste réaliste, le premier qui a été rédigé à Milan à l'occasion d'une première exposition à la galerie Apollinaire en 1961 aussi, un peu plus tôt, quelques mois plus tôt. Quand je réalise donc cette exposition collective du nouveau réalisme, Yves Klein est en Amérique, c'est le premier et le seul voyage qu'il y fera, et quand il rentre, il est choqué par ma référence à Marcel Duchamp, et il décide de dissoudre le groupe et de me mettre en accusation. Il réalise pour cela une petite campagne et une réunion à laquelle participe évidemment Raymond Reims, qui est toujours le contestateur, et la plupart des nouveauistes présents à Paris à l'époque. Ça se passe donc en fin 61. Et il invite aussi deux critiques d'art qui sont Jouroy et Ottoman, qui bien entendu se refusent obstinément à me mettre en accusation et envoient finalement chez eux deux ados. Ce qui fait que l'opération ne prend pas l'extension que voulait Yves Klein et Yves Klein remange en quelque sorte sa contestation et en quoi elle lui déplaisait, votre référence Il avait peur de Duchamp. Il n'avait pas compris que Duchamp... il avait peur d'être considéré comme un suiveur de Duchamp et de perdre donc un peu l'originalité de son message. Ce qu'il n'avait pas compris, c'était le problème de la légitimité. Il a d'ailleurs compris, et je dois dire que quelques mois plus tard, justement, à la fin 61, parce que ça s'est passé en quelques mois, 3 mois plus tard, il est venu me voir chez moi, il était à l'époque à Bufonge, et nous avons eu un long entretien où il a fini par comprendre le bien fondé de ma référence à Duchamp. À vrai dire, le problème qui unit Marcel Duchamp et Yves Klein, c'est le problème de la légitimité. En 1913, lorsque Marcel Duchamp fait le premier ready-made, c'est-à-dire la haute bicyclette, la jante et la haute bicyclette qui reposent sur un tabouret de bois, Duchamp fait véritablement une opération magistrale. Il rompt le tabou du tout fait main, puisque à l'époque de cette première révolution industrielle, l'Europe se couvrait de fabriques, qui d'ailleurs reprenaient l'architecture agricole des granges ou des fermes. Il y avait la cheminée qui a été une contribution, et la seule contribution majeure de la première révolution industrielle à l'architecture.
Mais malgré ce développement énorme et capillaire, le tabou de tout fait main primait. C'est-à-dire que la machine ne pouvait pas créer un objet d'art. On s'interdisait tout raisonnement artistique à partir du produit de la machine. Duchamp, en réunissant dans la même structure unitaire un objet tout fait machine, la bicyclette, et de l'autre un objet tout fait main, le tabouret en bois, réalise la preuve qu'une sculpture peut naître à part égale de ces deux origines. Et fait donc éclater le tabou tout fait main, tout fait machine, et il nous donne à voir la beauté dans l'objet industriel de série, ce qui est une grande révolution du regard, ce qui est aussi une très grande révolution dans le design, c'est là que naît l'esthétique industrielle, et les conséquences ensuite sont tout le développement de ce que j'ai appelé l'autre face de l'art, c'est-à-dire toute une série de démarches axées sur l'objet, sur le rapport entre l'art et la production industrielle, et qui se développent de façon constante, de génération à génération, jusqu'à former une histoire de l'art parallèle à l'histoire de l'art classique, celle de la succession des styles et des genres en peinture et en sculpture, qui est la succession des ans immémoriaux. Donc, Duchamp avait réalisé cette grande preuve et cette grande ouverture au-delà du tabou du tout fait main. Mais quand il a réalisé justement cette merveilleuse démonstration, il s'est heurté à l'objection de légitimité. Les gens lui ont dit, comment se fait-il, monsieur Duchamp, que vous preniez un objet industriel de série et que vous le baptisiez sculpture, parce que vous êtes l'artiste. En 1955, et à partir de cette carrière monochrome d'Yves, il s'est heurté, de la part du public de l'époque, à la même objection. Comment se fait-il, monsieur Yves Klein, que vous me présentez des panneaux recouverts au rouleau et de façon uniforme de pigments industriels colorés, et que vous appelez ça des peintures parce que vous vous déclarez peintre. Ce problème, le problème donc de la légitimité de ce genre d'acte, Duchamp y a répondu de façon extrêmement précise dans une conférence qu'il a faite en 1957 devant la toute puissante à l'époque American Federation of Art à Houston, Texas. L'American Federation of Art était un cercle d'érudits, de collectionneurs, de directeurs de musées qui se réunissaient régulièrement pour suivre les développements de l'art contemporain. Et Marcel Duchamp jouissait d'un grand prestige. Donc en 1957, Duchamp prend la parole et dit que le passage de l'inerte, c'est-à-dire de l'objet industriel, à l'œuvre d'art, ne peut se faire qu'avec l'adhésion du public. Et cette adhésion du public correspond à un véritable phénomène de transsubstantiation perceptive. Et Duchamp, qui était un laïc sans problème religieux, n'hésite pas à employer ce terme qui fait partie de la liturgie catholique, la transsubstantiation. Il ne parle pas de transmutation, de transformation, il parle de transsubstantiation pour bien montrer que c'est dans l'alchimie du sentiment du public que l'œuvre d'art
acquiert son statut et son statut d'œuvre d'art. L'objet acquiert son statut d'œuvre d'art grâce à cette adhésion du public, à cet assentiment du spectateur, ce qui correspond d'ailleurs à la formule classique de Duchamp, ce sont les regardeurs qui font l'art. J'ai expliqué ça de façon précise à Yves Klein, justement, à la fin de 1961, quelques mois après sa tentative de révolte, et il l'a très bien compris. Ce qui fait que nous avons résolu, quelques mois avant sa mort, ce petit incident. Mais c'est très significatif d'Yves Klein qui ne voulait pas, si l'on peut dire, avoir de maître de référence Prédécesseur. Processuelle, surtout de référence processuelle. Donc le problème, c'est résolu de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les artistes qui n'étaient pas présents, mais qui qui ont rejoint, qui n'étaient pas présents le jour donc de la déclaration constitutive, mais qui ont été présents par la suite, et qui ont participé aux activités du groupe, et à ces différents festivals notamment, se sont développés dans la logique totale de ces gestes d'appropriation sur lesquels se fonde le langage. Et ce qui est très important finalement, ce qui a été prouvé aussi dans les actions spectacles des nouveaux réalistes, parce que les nouveaux réalistes dans leurs deux festivals, celui de 61 à Nice et celui de 63 à Munich, ont montré en effet que l'œuvre d'art peut se créer en public et que le processus spectaculaire de l'élaboration de l'œuvre d'art prend valeur en soi, disons, de performance et de spectacle. J'ai appelé ce genre de performance du réalisme, c'est-à-dire la création en série, par exemple, de colère d'argent, de décollage d'affiches, ou d'anthropométrie publique, ou d'empaquetage public, etc. J'ai appelé ce genre ou la mise à feu, ou la mise à l'eau de sculpture animée de Tinguely. J'ai donc appelé ce genre de phénomène à participation publique, des actions spectacles pour justement les différencier du concept de happening que Capro justement avait fondé et mis au point en même temps, exactement en 59 à New York, à l'occasion de certaines manifestations à la galerie Rebelle. Pour Capron, l'happening était donc une fin en soi, une sorte de psychodrame au scénario très libre, où les performeurs réalisaient le temps d'une action une œuvre d'art qui était une intervention directe sur l'environnement, qui pouvait être urbain, naturel, ainsi de suite. L'action spectacle des nouveaux réalistes se définit par une finalité, une œuvre d'art résulte de tout le processus gestuel et de toute l'activité humaine qui est liée. Il n'est pas, comme le happening, une simple intervention humaine qui ne laisse pas de traces et qui s'inscrit dans l'éphémère de l'instant de la réalisation. À travers donc tous ces phénomènes, les nouveaux réalistes, en 3 ans d'activité collective, définissent très bien et mettent au point la stratégie de langage. Ce qui fait des nouveaux réalistes un mouvement spécial et spécifique en son genre, c'est justement le côté extrémiste et fondamentaux des gestes essentiels sur qui
se fondera toute la dialectique des langages respectifs. C'est ainsi que le bleu Tifla représente le phénomène d'appropriation du réel par l'attriation, avec la référence à l'énergie cosmique. C'est ainsi que pour Armand, les accumulations, puis ensuite les colères, c'est-à-dire les brisures d'objets, les coupes, les combustions, représentent le langage même de la quantité dans l'appropriation, le langage de la quantité que l'on retrouve chez César, avec ses compressions, ses expansions. Le décollage est un phénomène aussi extrême dans sa définition. Décollage et qui se différencie en ce sens du collage. Et c'est justement dans cette définition, dans ambiguïté cette définition, que Vostell, qui a voulu participer au nouveau rite, n'est jamais entré dans le groupe parce qu'il avait une vision confuse du collage, du décollage qu'il a amalgamé en quelque sorte au décollage. Donc ces gestes s'affinent, se consolident. C'est le paquet chez Christo, qui deviendra par la suite le paquet d'air dans ses grandes manifestations de ballons et d'air comprimé, ou d'hélium, comme par exemple la fameuse saucisse verticale qui était le signal de Documenta Cassel en 64. Et ainsi de suite. Le geste fondamental de Tinguely sera l'animation de la ferraille avec le moteur. Le geste fondamental de Nicky seront les tirs, les fameux tirs de Nicky qui l'ont rendu célèbre pour une première exposition à la Galerie J en 61, où justement elle propose aux spectateurs des panneaux de plâtre qui renferment des poches de couleurs et le spectateur est invité à tirer sur c'est impossible, l'impact des balles crève évidemment les poches de couleurs qui dégoulinent sur le plâtre en créant ainsi une sorte de dripping de Pollock ready-made. C'est pareil aussi pour Christo et pour ses piégeages d'objets, où là aussi c'est l'idée du piégeage, de la fixation de l'objet à la place même où il a été consommé, qui crée l'opération elle-même d'expressivité politique. Alors ce qui est intéressant quand on reprend un peu ce parcours-là que vous décrivez, c'est qu'on arrive à un moment où donc vous avez en quelque sorte, les nouveaux réalistes réintroduisent complètement l'objet, se l'approprient dans le discours, dans le monde de la création artistique, et également à un moment où par rapport au discours lui-même, au discours théorique, il y a un recours extrêmement important au concept. Donc il y a un double mouvement en fait, où le public, on verra après, j'espère qu'on en parlera dans la suite de notre entretien, va peu à peu, déjà il est un peu perdu au début, mais il va être perturbé complètement, un double discours où on s'approche, l'art rend compte en fait, et projette l'avenir à travers l'objet, donc quelque chose de très pratique, de très concret, et un discours qui lui va se conceptualiser de façon de plus en plus précise et pointue, j'allais dire. Si vous voulez, mais enfin, je formulerai, si vous voulez,
cette constatation de façon différente. À vrai dire, les nouveaux réalistes réintroduisent l'objet dans la création artistique au terme d'un processus extrémiste, exemplaire et fondamental. La monochromie bleue d'Yves Klein est un geste fondamental. L'accumulation chez Armand est un geste fondamental. La compression chez César est un geste fondamental. Le décollage des affichenistes, que ça soit Raymond Hince ou Rotella, est un geste fondamental. C'est pareil pour le paquet de cristaux, c'est pareil pour le piégeage de l'objet chez Sperry, et c'est pareil pour le tir chez Lydie Saval. Donc, quand vous dites fondamental, c'est un geste premier, c'est un geste oui, qui c'est un geste extrême, limite. On ne peut pas aller plus loin que l'accumulation de X objets mis ensemble parce que il signifie autre chose que l'objet de base pris séparément. On ne peut pas aller plus loin que la compression qui est véritablement le stade terminal de la carrosserie d'automobile. Le sculpteur américain John Bernstein, qui a travaillé lui aussi sur la carrosserie automobile, s'est arrêté à mi-chemin. Il a pris les voitures accidentées pour en faire des compositions post-cubistes, parce que justement le caractère d'échiqueté, le caractère disons anecdotique des carrosseries accidentées recréait disons la possibilité de la diversité analytique des plans dans l'image cubiste. Mais il s'est arrêté là, il n'est pas allé jusqu'au bout. Le point extrême, culminant, c'est vraiment la compression. Donc, ces gestes de César est exemplaire en ce sens, comme d'ailleurs est exemplaire le geste de l'expansion. César, qui en 55 cherchait à mouler les empreintes de son corps, de son pouce, ou du sein de certains modèles, en grande dimension, a eu besoin d'employer un matériau qui se prête justement à cette sorte de gigantographie de l'image. Et c'est là qu'il a découvert la mousse de polyuréthane, le polyuréthane expansé. Ce matériau, il y en a étudié, en particulier dans l'atelier, dans le bateau atelier de la Société des bateaux mouches. Il a étudié les possibilités, les propriétés intrinsèques et il a tiré les conséquences qui s'imposaient. Ce matériau est métamorphique en soi. Il a pour propriété de se transformer à partir d'un point de départ qui est une résine liquide en une petite montagne de mousse solide à l'air libre, presque instantanément, en 2-3 minutes au maximum, grâce à l'effet d'un accélérateur de catalyse. Donc, il a compris qu'il fallait laisser la parole libre au matériau, comme il l'avait laissé à la compression, et il a eu l'idée géniale de ne pas intervenir à l'avance sur la morphologie même de la coulée de polyuréthane. Les formes de César sont belles parce qu'elles sont tout à fait libres et spontanées, elles sont le pur produit d'une réaction chimique et elles n'ont pas été, si l'on peut dire, dessinées ou prévues ou préconçues à l'avance. Ça, ce sont des phénomènes, si vous voulez, qui sont des gestes fondamentaux dans la mesure où ils appliquent une intelligence extrêmement aiguë de la matière. Et en ce sens, les néo-réalistes, qui ont été les grands recycleurs de la production objective,
de la société industrielle ont manifesté tous dans leur démarche spécifique cette intelligence supérieure de l'objet. C'est ce qui fait qu'en effet, en 1964, tous ces langages divers finissent par constituer une approche extrêmement dense et cohérente vis-à-vis de la production industrielle, vis-à-vis de cette nature que j'ai définie comme moderne parce qu'elle est industrielle, urbaine et médiatique. Par rapport à cette nature, le langage des nouveaux réalistes est extrêmement cohérent, extrêmement fort, et sa puissance d'impact est telle que la société de consommation, la société industrielle s'est reconnue dans ces diverses formes du langage quantitatif et appropriatif. Et c'est pour ça que dès 1964, la nécessité de l'action commune ne se fait plus sentir. Dès 1964, les protagonismes du nouveau réalisme se sont affirmés dans des galeries, dans des musées, dans des collections, que ce soit d'ailleurs en Europe et en Amérique. Alors, c'est aussi une autre dimension de votre action dont j'aimerais qu'on parle pour finir sur le nouveau réalisme. Enfin, si tant est qu'on puisse finir là-dessus, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur cette émission-là. Il y a une autre dimension donc, de votre travail, vous, d'accompagnateur, de révélateur, de catalyseur de ces nouveaux réalistes, et puis de toute façon de votre démarche en général dans le temps, c'est l'internationalisation des produits, des théories que vous défendez. C'est aussi par là qu'on reconnaît votre patte et votre main, et que vous vous différenciez de vos prédécesseurs critiques d'art normaux, j'allais dire français. En 1960, qui est la charnière, finalement, les jeux sont faits. Comme je viens de vous le dire, les nouveaux réalismes s'affirment et à l'intérieur de leur langage et à l'extérieur dans leurs manifestations. Ils sont reconnus par une frange importante de la sortie des consommations, la frange, disons, la plus consciente et la plus directionnelle. Et il s'impose donc à la fois à Paris, mais aussi à New York, parce que pendant la même époque, pendant la préhistoire du nouveau réalisme, c'est-à-dire la seconde moitié des années 50, le même mouvement de prise de conscience de la nature urbaine s'est opéré en Amérique. 1955, c'est la première combine painting de Rauschenberg, et Rauschenberg a fait là un point d'histoire parce que il avait compris très vite que la peinture expressionniste abstraite, trop liée directement à l'impact physique du geste, n'aurait pas de seconde génération, qu'elle allait s'affaiblir très vite, et pour compenser cette usure gestuelle de la peinture abstraite, expressionniste, il a pensé à y adjoindre les rudiments du Duchamp, l'objet trouvé. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est que les campagnes painting de Rauschenberg, si ce n'est justement cette rencontre sur un fond pictural expressionniste abstrait, des objets distribués de la rue. En faisant cet objet hybride, Rauschenberg surmontait la base à l'usure expressive de l'expressionnisme abstrait et ouvrait la voie au pop art. Et en fait, ce qu'on appelait les néo-dada, c'est-à-dire Rauschenberg et ses amis directs, comme Jasper Jones ou Chamberlain ou Stankiewicz, les deux sculpteurs, ces gens-là, dans le fond, ont ouvert la voie au pop art, et assurant ainsi une transition, je dois dire, harmonieuse.
les artistes du néo-dada et ensuite ceux du pop art ont toujours considéré que leurs aînés, les expressionnistes abstraits, avaient créé véritablement le premier style 100% américain de l'après-guerre et que leur apport était une contribution révolutionnaire et leur permettait à eux de s'exprimer aussi de façon autonome et spécifique par rapport à leur réalité, qui est donc la réalité urbaine et industrielle, celle de la métropole new-yorkaise, qui deviendra, si l'on peut dire, l'image de marque du pop par la suite. À vrai dire, cette évolution s'est faite aussi, je devrais dire, à travers les contacts que j'ai eus. J'ai contribué certainement à cette prise de conscience de l'analogie des recherches entre une génération américaine et une génération européenne. En 1951, en 1961, je reçois la visite à Paris, chez moi, le ciné Janis, le prestigieux marchand américain, et qui me propose de faire justement une exposition dont le titre serait Les Nouveaux Réalistes, et qui combinerait à la fois les néo-dada américains et les nouveaux réalistes français. Cette exposition, hélas, n'a pas eu lieu dans ces conditions-là. Entre-temps, moi, je suis parti au Japon, et quand je suis rentré du Japon à New York, l'exposition avait changé de sens, c'est-à-dire que, sous l'influence de Leo Castelli, les amis avaient décidé de remplacer les néo-dada américains, c'est-à-dire les Rauschenberg, Jones, Stankiewicz, Chamberlain, que j'attendais moi comme interlocuteur direct, puisque j'ai fait des expositions néo-dada néo-réalistes à Paris, chez Jean Larcade. J'attendais donc que la réciproque se fasse et de voir cette confrontation. Entre-temps, toute une génération émergée, encore un peu confuse dans ses affirmations, c'était celle de ceux qui deviendront les protagonistes du pop art, c'est-à-dire Warhol, Oldenburg, Rosenquist, Lichtenstein, Wesselmann, sans oublier évidemment Segal, peut-être le plus grand sculpteur figuratif de notre époque.